Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. Vous êtes bien sur France 24, à la une de l'actualité de ce samedi. Pour un scrutin jugé joué d'avance, 24 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi en Algérie. Mais pour le moment, le taux de participation est de 26,46%. C'est moins qu'en 2019. On vient de l'apprendre, un incendie s'est déclaré dans une école de filles dans le centre du Kenya, 2 jours seulement après le sinistre qui a tué 21 garçons dans une autre école à une centaine de kilomètres de Nairobi. L'art africain ne cesse de s'imposer sur le marché. De riches collectionneurs du monde entier s'arrachent des œuvres d'art avec notamment de plus en plus d'acheteurs africains. Nous irons à la grande foire de Johannesburg. À la une de ce samedi, c'est donc la présidentielle en Algérie avec 24 millions de personnes appelées aux urnes pour un scrutin sans suspense tant le président sortant Abdelmadjid Tebboune est assuré d'obtenir un second mandat. Face à lui, 2 candidats peu connus, Abdelali Hassani, chef du principal parti islamiste, le MSP, et Youssef Aouiche, à la tête du plus vieux parti d'opposition, le Front des forces socialistes. Alors, pour en parler, nous avons Faisal Metaoui, correspondant MCD, qui nous rejoint en direct d'Alger. Bonsoir Faisal. Alors, comment s'est déroulé le scrutin ? Bonsoir Clarisse. Globalement, le scrutin s'est déroulé dans le calme, dans les 63 000 bureaux de vote et centres de vote. Les représentants des 3 candidats étaient présents pour suivre l'opération électorale. Certains ont noté quelques difficultés comme l'absence de nom d'électeurs dans les registres de vote. Le taux de participation a évolué au cours de la journée pour passer de 4,5% à 10h, 9h en temps universel, à 26,4% à 17h en Algérie. On n'a pas encore le taux final. À l'étranger, ce taux était de 18,3% à 17h. L'autorité nationale indépendante des élections devrait annoncer le taux national durant la nuit. Ce taux était de 39% lors de l'élection présidentielle de 2019. Durant la campagne, tous les candidats et leurs soutiens ont appelé à voter massivement pour donner plus de force au prochain président, selon eux. Alors Faisal, est-ce qu'on a une idée de ceux qui se sont présentés aux urnes ? Il y a 3 candidats. Il y a d'abord le président sortant Abdelmadjid Tebboune qui s'est présenté pour un second mandat de 5 ans. Il a expliqué durant la campagne que le premier mandat n'a pas été suffisant pour appliquer sur le terrain ses 54 engagements. Une démarche entravée par la crise sanitaire de Covid-19, a-t-il dit. Il a promis de poursuivre son programme. Et ensuite, le candidat islamiste Abdelali Hassani Cherif du mouvement de la Société pour la paix. Ce parti n'a pas participé à une élection présidentielle depuis 1995. Hassani Cherif a déclaré que l'élection est une opportunité pour imposer le changement politique dans le pays. Et il y a le plus jeune candidat, Youssef Aouiche, 41 ans, du Front des forces socialistes. Le PPS, un parti d'opposition, a marqué également un retour à l'élection présidentielle après la participation de son leader historique, Hossein Aït Ahmed, en 1999. Une élection remportée à l'époque par Abdelaziz Bouteflika après le retrait de tous les autres candidats. Alors, quand aurons-nous les résultats et puis surtout, quelle sera la suite des événements ? Justement, l'autorité nationale indépendante des élections qui organise le scrutin, présidée par Mohamed Charfi, un ancien magistrat, organisera demain, dimanche, à la mi-journée ou au plus tard, en fin d'après-midi, une conférence de presse pour annoncer le résultat du scrutin, ainsi que le taux de participation final. Des résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle avant la proclamation finale. À l'heure actuelle, il n'y a aucune annonce sur ces résultats. La loi électorale de 2021 a pour rappel prévu un 2e tour pour l'élection présidentielle, même si les prévisions évoquent déjà une victoire de Abdelmadjid Tebboune. Merci beaucoup Faisal Metaoui. On continuera de suivre ces élections. Vous étiez en direct d'Alger. Et autre élection, celle du pays voisin, la Tunisie, qui se rendra aux urnes le 6 octobre. Les médias sont plus que jamais scrutés par le pouvoir. Retrait d'accréditation, intimidation, emprisonnement, le climat médiatique est délité selon les mots de Human Rights Watch. Certains journalistes se tournent vers des médias alternatifs sur les réseaux sociaux. Un reportage de Lilia Blaise et de Hamdi Tlili à Tunis. Devant l'instance électorale, les journalistes manifestent leur soutien pour leur collègue Raoula Boukrim. Cette journaliste digitale s'est vue retirer son accréditation pour couvrir l'élection présidentielle, accusée d'un manque d'objectivité par l'instance électorale.
Je ne comprends pas ce que l'on me reproche. J'ai couvert tout ce qui s'est passé pendant cette période. Les poursuites en justice envers certains candidats à la présidentielle, leurs difficultés pour présenter leur candidature, le travail du tribunal administratif sur cette question. Au final, c'est pour tout ce travail que je me retrouve à ne pas pouvoir couvrir l'élection. Le syndicat des journalistes va porter plainte contre l'ISI, car une douzaine d'autres journalistes ont déjà été victimes d'intimidation et de pression pendant cette période préélectorale. L'instance n'a pas répondu à nos demandes d'interview pour ce reportage. Dans ce contexte, de jeunes journalistes optent pour un traitement très factuel de l'information. C'est le cas à Rashma, un média en ligne fondé il y a 7 mois. Ce journaliste est en train d'enregistrer une émission consacrée aux jeunes et à la politique. Le but, c'est de démontrer qu'il y a un problème depuis 2011. La participation des jeunes est en baisse. Donc, on a présenté des chiffres et j'ai essayé d'analyser ces chiffres. Son fondateur, le journaliste indépendant Samer Mekki, revendique un journalisme explicatif et factuel. La quinzaine d'années passées a constitué un terrain fertile pour l'intox, pour l'instrumentalisation politique des médias, etc. Donc il y a une crise de confiance réelle avec les médias mainstream. Nous essayons de pallier à ça, de dépasser ça, tout en le reconnaissant. Une résistance plus que nécessaire dans un climat médiatique dégradé et exposé à la censure. Je vous le disais en titre, les pompiers luttent en ce moment contre un incendie au lycée de filles d'Isiolo, dans le centre du Kenya. Un nouvel incendie, 2 jours seulement après le sinistre qui a tué 21 garçons dans une autre école du comté de Nyeri. C'est à environ 150 km au nord de la capitale, Nairobi. Et là, lorsque le feu s'est éclairé, le jeudi soir, plus de 150 garçons dormaient et des dizaines d'entre eux sont toujours portés disparus. Tous les parents, y compris ceux des survivants, sont sous le choc. Mon fils m'a dit qu'il avait été réveillé par un bruit de craquement provenant du toit en tôle. La porte était fermée à clé, mais il a réussi à sauter par la fenêtre et à s'échapper. C'est difficile de savoir ce qui a provoqué ça. La plupart des élèves ont été sauvés, mais malheureusement, certains d'entre eux sont décédés. J'ai personnellement vu un corps sans vie sur le sol, avec juste une couverture sur lui. Les autres élèves sauvés, filles et garçons, ont ensuite été rassemblés pour qu'on puisse les compter. Et l'enquête est toujours en cours pour tenter de déterminer les causes du drame. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. La police scientifique a pu démarrer son travail ce samedi, à commencer par récupérer les corps des enfants brûlés lors de l'incendie. Certains ne sont pas identifiables tellement leurs corps sont calcinés. Il va donc falloir procéder à des relevés d'ADN. Il faudra plusieurs jours pour obtenir les résultats. C'est une attente insoutenable pour les familles. Autre inquiétude pour le gouvernement kényan, des dizaines d'enfants ont disparu lors de l'incendie. Alors cela ne veut pas dire qu'ils ont été brûlés, mais bien qu'ils ont quitté l'école, que certains ont été récupérés par leurs parents sans que l'école en soit avisée. Il faut les identifier et parvenir à les localiser. Le président kényan s'est exprimé, il a envoyé ses condoléances aux familles des victimes et il a aussi demandé à ce que les responsables soient punis. Suite à cette prise de parole, le chef des procureurs du Kenya a lui aussi dit qu'une enquête avait démarré et qu'elle devrait déterminer s'il s'agit d'un incendie criminel ou accidentel. Pour l'instant, impossible de le savoir. Mais une chose est sûre, ce n'est pas la première fois quand un incendie a lieu dans une école au Kenya et régulièrement, ils font des victimes. Des règles sont censées être respectées pour éviter que de tels drames se produisent, mais dans la majorité des écoles, ce n'est pas le cas. Alors cette fois-ci, le gouvernement kényan l'a affirmé, il va falloir que de nouvelles règles soient mises en place, qu'elles soient suivies par les écoles pour éviter que de nouveaux drames se produisent. On passe à toute autre chose à présent. C'est le rendez-vous des spécialistes de l'intelligence artificielle sur le continent, la 6e édition du Deep Learning Indaba qui se déroule à Dakar, la capitale sénégalaise. Alors, cette grande messe réunit chercheurs et professionnels pour explorer les dernières avancées sur le continent. Les précisions de Sarah Sako.
Ils sont quelques 700 d'une quarantaine de pays africains venus participer à cet événement, des chercheurs, des professionnels qui opèrent dans des domaines aussi variés que les langues africaines, l'agriculture, le transport ou encore la finance et qui ont une volonté en commun, conjuguer intelligence artificielle et savoir-faire, talents locaux. Ils planchent sur la manière d'utiliser cette technologie révolutionnaire de l'intelligence artificielle pour créer du développement ici en Afrique. Nous avons ainsi rencontré des start-up qui cherchent, grâce à cette technologie, des solutions à des problèmes très très concrets. Écoutez. En tant que communauté, nous participons à une initiative qui collecte davantage de données afin de nous permettre de construire des modèles précis pour le continent. Cela nous aide notamment à mettre en place des systèmes d'alerte, à prévoir les vagues de chaleur, les inondations, ainsi qu'à intervenir dans des domaines comme par exemple l'agriculture pour prévoir les pluies. L'accès à la robotique avancée, c'est devenu très difficile parce que les grandes compagnies, elles ferment toutes les technologies. Donc les jeunes, les étudiants ne peuvent pas accéder à ce domaine. Donc on veut démocratiser l'accès. Donc on veut donner les gens les opportunités à créer des robots. Donc avec Orb, on peut faciliter l'accès et démocratiser l'accès à travers l'IA en créant des outils qu'on peut écrire en langage naturel, donc en anglais. Et ça vous aide à générer le code, les composants, le châssis, tout l'aspect de la robotique dans une seule plateforme. Selon les Nations Unies, la technologie de l'intelligence artificielle a le potentiel de générer quelques 1200 milliards de dollars en Afrique d'ici 2030. Et de la technologie à l'art avec l'une des foires les plus importantes du continent africain, la FNB Art Joburg est un rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs comme pour les acheteurs d'art. Cette année, c'est un artiste zimbabwéen qui a remporté le premier prix, Gresham Tapiwa Nyode, avec son œuvre 1980, une référence à l'année de l'indépendance du Zimbabwe. Nina Masson. Son œuvre a été récompensée par le prix le plus prestigieux d'Afrique, celui de la FNB Art Joburg, une foire d'art contemporain qui se tient chaque année en Afrique du Sud. Gresham Tapiwa Nyode est le 3e lauréat zimbabwéen de ce prix annuel. Il a baptisé sa peinture 1980 en référence à l'année de l'indépendance de son pays. Une toile qui évoque notamment la consommation de drogue et les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle. Cette œuvre, je pense qu'elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de justice sociale, d'addiction. J'essaie de parler dans mon art des sujets sensibles auxquels nous sommes confrontés en tant que jeunes Africains. Mais j'essaie de les rendre aussi beaux que possible. C'est un peu comme si j'apportais des fleurs à la porte pour que vous puissiez entrer et que nous entretenions ce dialogue et d'autres choses. Sa peinture oscille entre figuration, abstraction et hallucination. L'artiste dit puiser son inspiration dans l'énergie agitée de sa ville natale. Notre style de peinture a longtemps été considéré comme primitif car c'était comme si on ne le trouvait que dans des grottes. Notre peinture africaine est très ésotérique et très intelligente car on parle de questions sociales, on parle de ce qui nous arrive et de manière authentique. La foire, qui a débuté en 2008, présente ce week-end 500 œuvres de 100 artistes du continent. Des toiles qui se sont vendues l'année dernière à des prix allant jusqu'à 1 million d'euros. Les Jeux paralympiques de Paris touchent à leur fin, des Jeux qui ont mis en lumière les exploits du handisport. En Tunisie, ils se développent peu à peu, notamment grâce au succès des champions paralympiques tunisiens. Environ 240 000 personnes sont en situation de handicap dans le pays. Et à Tunis, une ferme thérapeutique introduit l'équitation pour aider de nombreux jeunes à prendre confiance en eux et s'épanouir à travers le sport. À la ferme de Gaïa, les jeunes ne perdent pas une miette des Jeux paralympiques. À l'image de Wassim, 22 ans, atteint d'autisme. Parmi les sports que j'ai regardés, j'ai beaucoup aimé le saut en longueur, la course à pied et le javelot. Ce que j'aime chez les athlètes,
C'est leur force, parfois surhumaine. Et ça, on peut le voir dans toutes les disciplines des Paralympiques. Beaucoup de pensionnaires sont eux-mêmes médaillés de compétitions nationales, car l'association a tout de suite intégré le sport dans leur développement, en plus des formations professionnelles. La structure, sous tutelle du ministère des Affaires sociales, accueille 70 jeunes de 6 à 30 ans, pour la plupart déscolarisés et venant de milieux modestes. Le sport leur permet de renforcer l'estime de soi. Et on a plusieurs activités et nous organisons chaque année une journée qui s'appelle Sport pour tous. Et là, c'est une journée à laquelle participent les autres associations, des écoles. Et c'est une journée qui est fantastique parce que nos gamins font des matchs avec des valides et quelquefois, même souvent, ils gagnent parce qu'ils sont chez eux, donc ils sont en confiance. Fares Oueslati a un trouble mental et de la vision. Il a décroché un travail dans une grande enseigne textile après sa formation à la ferme, mais il y revient souvent pour participer aux activités sportives. Pour moi, c'est une opportunité de s'affirmer et s'imposer dans la société. Et aussi montrer que nous sommes capables d'exceller, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines. Tous les jeunes de la ferme apprennent aussi à monter à cheval, une thérapie par le contact avec cet animal, très attentif aux émotions. Mohamed Emin Touati est en situation de handicap intellectuel. Il est champion équestre dans plusieurs concours arabes et africains. Mon cheval s'appelle Hermaïs. Depuis combien de temps tu le montes? Cela fait très longtemps. Dès que j'ai commencé à apprendre l'équitation de compétition à la ferme, j'ai travaillé avec lui. J'aime tous les aspects dans son sport, aussi bien le fait de monter que d'apprendre de nouvelles techniques à chaque fois. Même si le dressage est la seule discipline équestre dans les sports paralympiques, Mohamed Emin rêve de pouvoir un jour concourir dans des épreuves de saut d'obstacles. Paris ne l'oubliera pas. La capitale française rendra hommage à la marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei, décédée cette semaine. La maire Anne Hidalgo a annoncé que la ville donnera son nom à un site sportif. L'athlète de 33 ans avait participé au marathon lors des Jeux Olympiques de Paris le mois dernier. Elle a succombé à ses blessures après avoir été brûlée par son compagnon. Sa mort a suscité une condamnation générale, notamment dans le monde du sport et des Nations Unies. Et voilà, nous refermons ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.